France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte de ces territoires. Retour cette semaine sur la crise économique en Nouvelle-Calédonie et les mesures d'urgence des autorités. À tout de suite. Pénurie alimentaire, 6 000 salariés au chômage, 1,5 milliard de pertes. Les conséquences économiques de la crise en Nouvelle-Calédonie provoquées par le projet de dégel du corps électoral sont lourdes. Des mesures de soutien ont été présentées par le gouvernement local et l'État, mais jugées insuffisantes. La Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie demande la mise sous tutelle du territoire. Léla Zelouma avec Nouvelle-Calédonie La Première. Plus de souplesse pour les entreprises calédoniennes qui subissent de plein fouet la crise économique actuelle. Elles vont maintenant pouvoir bénéficier de mesures économiques exceptionnelles, comme le rallongement des délais pour le paiement de certains impôts et cotisations. Une décision nécessaire, validée par la commission permanente du Congrès calédonien. Il était important que l'on prenne des dispositions exceptionnelles pour venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté. C'est quelque chose qui est très important. Bien évidemment, ce sont des mesures qui sont prises rapidement, mais il y a besoin de rentrer plus dans les détails pour avoir des indications précises sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Ces mesures font suite au déblocage de l'État français d'un fonds d'urgence de 100 millions d'euros pour venir en aide aux très petites et moyennes entreprises. Reste encore la question du financement du chômage partiel. En effet, l'État a demandé que le gouvernement calédonien prennent en charge la moitié de l'enveloppe. Nous savons que le budget de la Nouvelle-Calédonie est dans une situation catastrophique et ne dispose pas des ressources pour financer le chômage partiel. Donc j'ai exprimé cette inquiétude. Le gouvernement a confirmé qu'en ce qui le concerne, il va redemander à l'État de réviser sa position. En attendant, l'État français s'est engagé à accompagner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour déterminer une nouvelle stratégie économique. Il y a toute une série d'activités qu'il va falloir accompagner pour trouver un nouveau modèle plus équilibré, qui ne mette pas la Nouvelle-Calédonie dans une impasse, comme cette crise qui actuellement touche durement la filière nickel, notamment la métallurgie. Depuis le 13 mai, près de 600 entreprises ont été gravement endommagées et 6 000 emplois perdus. À La Réunion, les nouvelles drogues de synthèse font des ravages mortels chez les jeunes. Elles tuent en quelques minutes. Médecins et associations multiplient les messages de prévention. Daniel Bénard, Olivier Murat. 2023, 3 décès des suites d'une surconsommation de nitazène, une drogue de synthèse appelée plus familièrement B13. Un nouveau cas recensé la semaine dernière à Saint-Pierre avec la mort d'un jeune homme de 32 ans. La surconsommation de cette drogue peut être fatale. Ce sont des substances, alors pour les opiacés synthétiques, des substances qui sont actives à très petite dose, vraiment avec des doses infimes. Ces opiacés synthétiques, ces fameux nitazènes qu'on a vus en août dernier, qui ont fait manifestement des victimes, elles peuvent être efficaces malheureusement à quelques microgrammes, quelques milligrammes, et entraîner des overdoses très profondes et très rapides, où en quelques minutes, la personne peut être en état d'arrêt respiratoire. Donc, selon l'association saint-pierroise CREPAP qui lutte contre la drogue, le B13 peut devenir très vite une addiction. La première prise que vous fumez ça, vous les pris à vie. Les drogues dures frappent désormais la jeunesse réunionnaise. Passé au second plan le Zamal, les drogues de synthèse ont envahi notre île. Selon l'association saint-pierroise CREPAP, même si le sud est fortement impacté, ce n'est malheureusement pas la seule région touchée. Les partout dans Saint-Pierre, mais pas qu'à Saint-Pierre. Moi, je vous dis, c'est partout à La Réunion. Il y a de la cocaïne, il y a des drogues de synthèse qui disent B13, dites le doux aussi, et il y a aussi encore le tabac chimique aussi. Donc ces drogues sont une vraie épidémie, je vais dire, et c'est un fléau. Pour l'association CREPAP, il faudrait que l'État, les communes et autres collectivités investissent plus dans la prévention. C'est la seule façon, affirme-t-elle, d'éradiquer le mal.
L'actualité de la semaine est aussi marquée par les célébrations des 80 ans du débarquement en Normandie avec Emmanuel Macron, Joe Biden, Charles III ou encore le Canadien Justin Trudeau ont rendu hommage à leurs vétérans et à leurs milliers de soldats morts lors du débarquement. Les commémorations du D-Day se sont terminées par une grande cérémonie à Omaha Beach. Environ 4500 personnes et une vingtaine de dirigeants dont Volodymyr Zelensky étaient présents. Les très bons fusiliers marins et excellents commandos, les Saint-Pierrais ont débarqué sur la plage de Sword Beach où leur souvenir est toujours perpétué. Cela fait 80 ans que René Hautain ou Georges Messano sont devenus des héros. C'est notre dossier signé Éric Santas et Hugo Laridon. Ouistreham, juin 2024. La lumière de l'histoire se rallume avec ces récits de héros débarquant sur cette plage qu'on avait alors rebaptisée Sword Beach. La plage des commandos kiffeurs, les premiers Français à avoir mis le pied sur leur terre d'origine. Jimmy est sous-officier, il y repense à chaque fois qu'il revient au musée numéro 4. Ils ont lutté pour qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ce sacrifice ultime, donc il a toujours existé. Et donc c'est une valeur fondamentale de notre état militaire. Parmi ces commandos, 4 sont d'outre-mer. Les 3 Saint-Pierrais, René Hautain, Henri Dorfmann, Georges Messano et le Calédonien Jean Pinelli, préparateur de la troupe blessé lors du débarquement. Henri Dorfmann est revenu il y a 30 ans sur les lieux mêmes du débarquement à Sword Beach. Quand je revois la plage ici, je dis tiens, c'est là où je ne suis pas mort, parce que comme on nous a prévenu que c'était 1 sur 2 qui avait des chances de s'en sortir ou l'inverse, des chances d'y rester. Voilà surtout ce que ça me fait surtout penser aux copains qui sont restés. Les Saint-Pierrais qui sont présents dans le commando Kiefer, ce sont des casse-coups. Ils le deviennent sans doute au terme d'un entraînement très dur, mais ce sont plutôt des jeunes hommes qui ont à peine une vingtaine d'années, mais qui ont une vraie connaissance de la mer de par leurs origines, de par le milieu familial dans lequel ils ont grandi. Le débarquement, l'opération Overlord, restera comme un pari incroyablement mené par les forces alliées qui ensuite pouvaient mettre le cap sur Paris, où d'autres héros d'outre-mer vont écrire leur page d'histoire. Le coup d'envoi ce vendredi du relais des océans avec le départ de la flamme olympique vers la Guadeloupe de Brest, dans le Finistère, à bord du trimaran d'Armel-Lecléage. 4 autres régions sont concernées par le passage de la flamme, la Guyane, la Réunion, la Polynésie française et la Martinique. De Brest, la flamme est escortée notamment par la triple championne olympique Marie-Josée Pérec, très émue. Écoutez. Pour l'outre-mer, c'est une belle reconnaissance. C'est la première fois que justement que l'olympisme en fait va chez nous, va à la rencontre de ces populations qui sont loin. Là, les gens vont pouvoir participer, profiter, se sentir inclus dans cette grande et belle fête qui est vraiment universelle. Et direction la montagne Pelée en Martinique pour une initiative historique. Sur l'île, des géomètres experts ont pour la première fois réussi à mesurer la hauteur exacte du point culminant de la Martinique. C'est la bonne idée. Christophe Arnerin et Marc-François Calmot. Ici débute une ascension pas comme les autres. 2 heures de marche à travers des chemins escarpés. Chaque pas nous rapproche un peu plus du sommet de ce lieu célèbre, la montagne Pelée. Au lieu-dit le Chinois, considéré comme le point culminant du volcan martiniquais, les ingénieurs pourront effectuer la mesure précise de ce site naturel à l'aide de données satellites et d'une borne éphémère placée durant quelques heures à son sommet. Je donne à l'antenne l'ordre de commencer à capter toutes les observations brutes qui vont servir au calcul de la position, de l'altitude du Mont Pelée. La mission ne s'arrête pas là. Une modélisation du site a été effectuée par l'équipe présente. Objectif, obtenir une représentation fidèle au centimètre près de ce lieu emblématique. Il faudrait qu'on réitère cette mesure dans 2 ans, 1 an ou 2 ans, pour voir effectivement si le sommet a bougé, s'il est descendu, s'il est remonté, s'il est stable. Et puis, comme on l'apprend aussi, en planimétrie, en XY, on verra aussi si ça se déplace. Donc là, il peut y avoir un intérêt scientifique
mais que les vulcanologues, on va dire, vont interpréter. Géomètres et ingénieurs ont collecté de précieuses données qu'ils ont ensuite transmises à l'IGN, l'Institut géographique national. Le point culminant de la Grande Dame du Nord s'élève donc officiellement à 1395,79 mètres, soit 2 cm de moins que l'ancienne mesure. Et nous vous emmenons humer et goûter la vanille mahoraise. Pour développer la filière, une association se rend chez les producteurs locaux pour acheter leur récolte, du champ à la vanille transformée. Le reportage d'Ismaël Mohamed Ali et Jadi Maoulida. Abdou Hamada Hamadi, 70 ans, ne respire que par l'agriculture. Dans son écrin vert de 2,5 hectares qui lui sert de parcelle, l'originaire de Bandaboa cultive des productions fruitières et maraîchères. Mais depuis 5 ans, la vanille est devenue sa passion. Alors pour la vanille, quand on vient la récolter, il faut regarder ici au bout quand c'est un petit peu jaune. Quand c'est le cas, c'est qu'on peut la récolter. Une fois le fruit de l'orchidée récolté, ces précieuses gousses sont amenées au quartier de la Vigie à Dzoumogné. Julie Moutet appartient à l'association Saveurs et Senteurs. Elle a l'habitude de se rendre chaque mercredi à cette bourse de la vanille, à la rencontre des producteurs locaux, pour leur acheter leur récolte. C'est 60 € le kilo de vanille verte pour les gousses de plus de 14 cm. Pour les gousses inférieures, ça va être 35 € le kilo. Les 200 kg de vanille achetés à plusieurs producteurs entre Bouyouni, Dzoumogné et Tsingoni sont acheminés au pôle d'excellence rurale de Coconi. Une caverne au trésor où des milliers de gousses de vanille préparées sont couchées sur des étals. La vanille va passer par différentes étapes de séchage et après d'affinage avant d'être commercialisée. Et donc tout ça c'est manuel, tout ça ça va nous demander énormément de temps. Étudier cette épice, structurer sa filière, mettre en place une éthique de travail et une traçabilité. Les objectifs de l'association Saveurs et Senteurs visent à placer Mayotte au sommet de l'excellence. On lance notre produit pour avoir des produits de qualité. C'est pourquoi ça coûte un peu cher parce qu'il y a pas mal des étapes à respecter. La vanille mahoraise se vend essentiellement sur le marché local à 700 € le kilo. Ces acheteurs se répartissent entre les touristes, l'aéroport, quelques restaurants et les habitants du territoire. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.